mot de silence. C'est un mot de silence, non? Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un nouveau rendez-vous sur les antennes de Cam10 Télévision, comme tous les soirs, entre 18h30 et 19h50. Nous échangeons autour des questions d'actualité au Cameroun. Et nous restons dans une dynamique de développement et surtout d'accompagnement de notre pays dans ces grands projets. Ce soir, nous parlerons encore du discours du chef de l'État camerounais à la nation, à la jeunesse, il y a quelques jours. On parlera de cet appel à l'endroit de la diaspora. Est-ce que l'appel du chef de l'État camerounais a été entendu? Quelles sont donc les mesures idoines qui pourraient accompagner cet appel lancé par le chef de l'État du Cameroun, lui qui dit: si vous allez à la conquête du monde, pensez à revenir, reconstruire un autre pays, le Cameroun, qui a tant besoin de sa jeunesse, principalement celle-là même qui est assez du côté de la diaspora. On essaiera de décrypter le message du chef de l'État au cours de cette émission ce soir. Et puis nous évoquerons également ces batailles au niveau de la fédération camerounaise de football, et quelles sont donc les stratégies de relance pour que le football camerounais se porte bien et que les dernières batailles observées ces jours ne puissent plus avoir lieu, alors qu'on sait encore que le président de la République a demandé à ses hauts responsables du football camerounais de se ressaisir. Nos invités, forcément, nous rejoindront avant la fin de cette émission. Ahmed Bala, journaliste au quotidien Le Messager, sera forcément dans notre studio, mais pour l'instant nous accueillons Martial Bessala qui est déjà présent. C'est un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Martial. Bonsoir, c'est bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision qui de plus en plus se hissent, se graissent et se confortent dans sa position de laboratoire de construction ou laboratoire de participation à la construction de la démocratisation de notre nation. Vous savez que mon leader politique s'est toujours présenté. Il a fait un serment historique dans les années 90, à savoir laisser le Cameroun étant un État prospère et démocratique. Donc, à chaque fois, nous l'accompagnons politiquement et que nous sommes conviés pour participer à la construction de cette démocratie. Nous venons gré et nous sommes honorés encore ce soir de faire partie de ce grand plateau très relevé. Merci bien, une démocratie, en tout cas une contribution qui soit assez importante. Il faut également souligner que la vice-présidente nationale du mouvement des réformateurs forcément sera elle aussi dans ce studio malgré les contraintes de temps et les bouchons dans la capitale politique. On espère les avoir tous avant la fin de cette émission. Ils ont marqué leur participation ce soir. On revient sur le discours du chef de l'État camerounais, son excellence Paul Biya, qui interpelle le Cameroun de manière globale dans son immensité, en allant du côté de la diaspora, en parlant de ces jeunes qui ont besoin de ces appuis, qui ont besoin de cet accompagnement. Il a d'ailleurs pris un exemple, quelques Camerounais qui se sont distingués dans différents domaines, que ce soit dans la physique, dans la science et même dans la littérature, en faisant recours à Diali Amadou Hamal, qui est une jeune écrivaine qui a fait parler du Cameroun lors du prix concours des lycéens du côté de l'Europe, c'est en France. Est-ce que l'appel du chef de l'État, j'entre avec cette question fondamentale, l'appel du chef de l'État à l'endroit de la diaspora, à votre avis, a-t-il été entendu peut-être sous deux angles, soit de manière modérée, ou alors tout simplement ces jeunes comprendront que le pays a besoin d'eux? Oui, bien évidemment, vous savez que le président de la République est dans une logique. On se souvient très bien de sa rencontre avec la diaspora camerounaise du côté de l'Occident. Et de cette rencontre-là, il a toujours appelé la diaspora à revenir au Cameroun pour investir et contribuer à la construction et au développement de la nation. Vous savez que le Cameroun a une très forte diaspora et en Afrique, l'une des plus capées, l'une des plus compétentes, l'une des plus formées et l'une des plus capables de contribuer efficacement au développement par de multiples expertises. Quand le président le dit, il constate donc, en citant certains exemples, que cette jeunesse-là qui est de la diaspora, qui est de ce côté, ne trouve pas toujours l'intérêt au Cameroun comme cette terre d'opportunité, cette terre à construire, cette terre qui a encore toutes les ouvertures d'opportunités sur tous les pans sociaux, économiques et bien évidemment politiques. Le président leur dit, les portes du Cameroun ne vous sont pas fermées parce qu'il y a un certain discours
qui est pollué et qui est prononcé quelquefois par certains acteurs politiques et certains leaders d'opinion qui tendent toujours à dire que le Cameroun a un problème particulier avec sa diaspora, ne voudrait pas que sa diaspora s'implique aux problèmes nationaux. Alors le président réaffirme la position Cameroun, mais ce n'est pas la première fois qu'il lance cet appel à l'endroit de la diaspora, de cette jeunesse qui est consultive, même si quelques chiffres font état de ce que la diaspora contribue à peine à 2%, dont l'échiquier économique du Cameroun ne contribue pas véritablement parce qu'elle sent qu'elle n'est pas intéressée de manière globale, ou alors les opportunités ne sont pas offertes. Quant à accompagner cette diaspora-là, qu'est-ce qui fait problème de manière fondamentale? Je reviens sur cette préoccupation. Oui, vous savez, c'est un dialogue, c'est une plateforme de dialogue, et je pense que les plateformes de dialogue aujourd'hui qui sont de moins en moins plus institutionnelles que certains auraient souhaité, font état de ce que dans ce dialogue-là, il y a toujours donc des propositions et bien évidemment un champ de conditionnalité qui est mis en place entre la diaspora et le gouvernement camerounais. La diaspora pose certaines conditions, le gouvernement de la République analyse ces conditions-là et de plus en plus et au fur et à mesure trouve des solutionnements ou alors peut faire des concessions étant de l'État du Cameroun. Vous savez bien que nombreux d'entre eux, même non plus la nationalité camerounaise, l'épineux problème de la double nationalité qui est toujours posé aujourd'hui. Et nous pensons que ce n'est pas un argument pertinent. Pourquoi? Ce n'est pas un argument pertinent parce qu'au Cameroun, pour que vous investissez, on ne vous demande pas forcément votre nationalité. Lorsque vous allez faire votre registre de commerce au Cameroun, ou alors vous vous lancez dans une activité, la conditionnalité d'appartenance à la nationalité camerounaise n'est pas une conditionnalité qui est, je peux dire, primordiale, ou alors qui peut vous empêcher de vous émouvoir ou de vous mouvoir sur le plan des affaires au Cameroun, sur le plan de l'expertise. Et on peut vous citer de multiples exemples d'hommes de la diaspora qui sont venus au Cameroun, qui ont investi, qui ont des affaires au Cameroun, qui n'ont pas eu besoin d'investir. Je comprends le président Paul Biya. Le président est dans la position de quelqu'un qui est un leader, qui est donc le grand constructeur, le grand ingénieur national, qui est donc en train de mettre sur pied des politiques de développement. Et dans ces politiques de développement, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Le président est dans la position du père qui dit à ses enfants, alors soyez les premiers à saisir les opportunités de ce Cameroun-là qui est en train de se construire. Parce qu'une route, ce sont des opportunités. Un port en eau profonde, ce sont des opportunités. Et vous avez vu la bataille qu'il y a eu au niveau du port de Kribi entre un Français, Bolloré pour ne pas le citer, et les Chinois qui étaient en concurrence. Et là-dedans, quand le président le regarde ce genre de bataille, il est obligé de se poser des questions. Mais où sont mes fils camerounais qui sont à l'étranger et qui sont aussi d'une grande expertise dans le domaine et qui aujourd'hui ne se bousculent pas dans la grande bataille pour prendre les parts de marché? Le président leur dit, venez, le Cameroun est en train de se construire. Un État qui se construit, c'est un État qui a de multiples opportunités ouvertes dans tous les secteurs. Alors soyez les premiers à investir, soyez les premiers à vous accaparer de tous ces champs d'investissement parce que nous sommes dans un monde d'un capitalisme assez sauvage. Ça veut dire que si les jeunes Camerounais d'origine ou alors même ceux qui sont restés camerounais de la diaspora, malgré leurs expertises, malgré leur puissance dans les affaires de l'autre côté, ne viennent pas les investir. Les jeunes chinois, les jeunes japonais, les jeunes coréens, les jeunes brésiliens, les jeunes français, les jeunes maliens même, pourquoi pas les jeunes sénégalais, viendront au Cameroun parce qu'ils vont trouver ces opportunités-là. Et quand ils vont les saisir, on ne dira pas que le président Paul Biya n'avait pas appelé tous les jeunes camerounais de l'étranger. Et justement, parlons de cet appel, le chef de l'État camerounais qui lance un appel à l'endroit, je cite, la construction nationale est une affaire de tous. Elle exige un esprit de concorde et de tolérance entre les citoyens. Je vous invite donc à cultiver cet esprit en tout temps et à prendre fait et cause pour la paix afin de ne pas gaspiller les opportunités que votre pays met à votre disposition. En tant que composante sociologique majoritaire, mobilisez-vous pour le devenir de votre pays, le Cameroun. Un Cameroun stable, uni et prospère, c'est votre précieux héritage. Alors, le chef de l'État s'exprime ainsi. Sur le plan local, on va revenir sur les propositions à l'endroit de cette diaspora-là même, et même les propositions, les opportunités de création d'emplois qui ont été mises en œuvre. Le président parle de l'horizon 2021. Avant la fin de cette année, forcément, on aura encore une véritable niche d'emploi qui sera mise en route. Est-ce que le chef de l'État, lorsqu'il le dit, il a prévu des conditions idoines d'accompagnement de cette jeunesse? On a vu les propositions qui ont été faites par les membres du gouvernement de la République. C'était encore le cas hier, du côté du musée national. Mais les jeunes ont comme l'impression que ce sont des propositions, mais dans l'implémentation.
bien évidemment, de faire tout et pour tout pour que les jeunes se sentent concernés par les politiques qui sont mises en place pour eux, pour leurs intérêts, et qui doivent être effectués et exécutés par eux-mêmes. Donc, quand je le dis, c'est pour dire qu'il y a des programmes, il y a des projets, il y a je peux dire même des politiques publiques en faveur des jeunes. Mais le problème se trouve quelquefois au niveau de la communication. Est-ce que la communication au niveau de ces organismes, de ces programmes, de ces institutions est toujours efficace? De telle sorte que un jeune de Molundu, un jeune de Nkola Famba, un jeune de Gizgiz puisse être au courant des opportunités qui sont mises en place pour lui, pour son bien, pour son investissement, pour son épanouissement. Je ne crois pas. Est-ce que le jeune Camerounais qu'on rencontre là à Mokolo, partout là dans la ville, qui vit à Yaoundé, siège des institutions, peut vous montrer où se situe le PAGER, peut vous montrer où se situe le Conseil national de la jeunesse, peut vous montrer où se situe même le ministère de la jeunesse, peut vous montrer où se situe parfois même le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, quand vous regardez tout cela, le président constate donc qu'il y a une défaillance. Et moi, dans cette défaillance, je parle de la défaillance communicationnelle. Il va bien falloir que les acteurs communiquent assez et pertinemment, touchent les jeunes où les jeunes sont, à savoir dans les réseaux sociaux. Les jeunes passent plus de temps dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il est bien difficile pour nous d'entrer dans les réseaux sociaux et trouver des communications sur les programmes et des projets jeunes. Le président dit il y a des opportunités. Est-ce que c'est pas au niveau des ministères question de faire la vulgarisation de ces propositions, parce qu'on a quand même plusieurs ministères qui s'occupent de ces. On a le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, on a le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation. Il y a plusieurs ministères qui sont réunis, mais parfois on a comme l'impression que les projets qui sont mis en œuvre concernent une certaine minorité, mais on n'a pas vu beaucoup de souscriptions de ces projets venant de la diaspora, c'est-à-dire les jeunes qui sont venus avec des initiatives au Cameroun et qui ont sollicité l'appui du gouvernement de la République et matériellement on voit sur le terrain comment les projets se concrétisent. Oui, il va bien falloir que, moi je ferai une proposition, M. Bondji, c'est que qu'on ait un seul et grand projet ou grand programme ou grand organisme qui s'occupe spécialement des questions jeunes. Cette dispersion d'énergie ne permet pas toujours de mettre en lumière une certaine cohérence, une certaine pertinence dans l'implémentation de ces programmes et ces projets. Parce que vous verrez peut-être un organisme qui a fondé beaucoup d'espoir comme le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse qui naît en 2008, nous avons fondé beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Parce que lorsque le président a décidé de mettre en place cette plateforme-là, on avait comme l'impression qu'aujourd'hui la jeunesse peut avoir un laboratoire de réflexion et bien évidemment de propositions. Mais aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse ne nous satisfait pas toujours. Il va bien falloir qu'on ait cette prise. Même au niveau du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'économie et de la planification, tant pour moi, il va bien falloir que les jeunes aient tout un bureau ou une direction des projets et de financement des projets jeunes, pour que ces projets soient pris en compte au niveau de la programmation de l'État et de la planification et bien évidemment pris en compte dans la proposition budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un flou total et je ne sais pas pourquoi ce flou est entretenu. Il va bien falloir que ce soit bien clair qu'un jeune qui est assis chez lui peut prendre son smartphone et tape le site peut-être du Conseil national de la jeunesse, de l'Observatoire national de la jeunesse, du ministère de la jeunesse, ministère de l'emploi, je ne sais quel organisme, et ancré au niveau de la liste des financements, des banques qui financent, qui sont en partenariat avec l'État du Cameroun. Le danger, c'est que parfois dans ces différents ministères, dans ces plateformes-là, on n'a pas des informations actualisées. Il n'y a que ceux qui travaillent pour la communication dans ce sens négligent ces opportunités-là. Mais est-ce qu'on va rester dans une proposition qui vise un tâtonnement à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, et que le jeune lui-même qui devait bénéficier de ces projets ne soit pas toujours véritablement celui qui soit à même de le porter, de le mener? Le chef de l'État a dit tout son engagement et l'entrée des jeunes en politique, on l'a remarqué à travers les élections tout récemment déroulées au Cameroun, mais les jeunes de la diaspora, on reste dans cette problématique qui veulent venir investir au Cameroun. D'aucuns estiment qu'ils ont amené. Il y a eu un forum de la diaspora au Cameroun, pratiquement 5 ans par là, tenu au palais de congrès de Yaoundé, sauf que les jeunes sont repartis un peu déçus parce qu'ils estiment qu'il y avait des projets. On avait ceux qui venaient de l'Allemagne, par exemple, qui avaient des projets en vue d'ouvrir un centre hospitalier au Cameroun, pour d'autres en vue d'ouvrir des infrastructures de base qui pourraient accompagner le petit commerce. Mais sauf que la mentalité, l'esprit
de certains agents de l'administration camerounaise, cet esprit n'a toujours pas aidé, avec en toile de fond des velléités de corruption qui n'ont pas aidé, parce qu'on a écouté à cette époque ces jeunes-là, ils disent qu'ils n'ont pas eu le sentiment que véritablement on les a écoutés et que ce qui a été dit pendant le forum de manière matérielle sur le terrain, cela n'a pas été respecté. Oui, on ne peut pas le nier. Il y a effectivement certains blocages et qui sont liés certainement à la psychologie, la physiologie de certains administrateurs, certains agents publics de l'État. Ça, le nier ici, c'est dire un gros mensonge en public. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il va bien falloir que lorsque le chef de l'État parle à la jeunesse, il leur dit chaque génération a certainement ses missions. Et que ces missions-là sont lesquelles? Sont les missions de participation au développement. Allons-nous développer notre État avec des velléités de corruption? Je pense non. Est-ce que des jeunes qui sont chargés d'implémenter des projets en faveur des jeunes, ces jeunes-là qui doivent développer la nation et faire du Cameroun un Cameroun émergent, aujourd'hui sont au moins conscients des enjeux et des missions qui sont placées et des espoirs que la nation place en eux? Il me semble que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'aujourd'hui, on va accuser une certaine génération. Non, il y a des jeunes, il y a des bons jeunes et il y a des mauvais jeunes. Il y a ceux qui sont conscients, il y a ceux qui le sont moins. Il y a des jeunes qui peuvent être en mesure de vous porter des projets qui font preuve d'intégrité. En tout cas, on en parle. On revient. Voilà mais sauf qu'il faut des éléments concrets. Oui. Je veux reprendre dans une petite seconde le temps pour nous d'aller du côté de la régie, prendre la légère transition et nous revenons pour la suite de cette émission. Merci pour cette transition. Retour dans ce studio pour échanger sur la question de la diaspora interpellée par le chef de l'État du Cameroun. Avec vous, Martial Bessala, forcément, oui. On parlait de ces goulots d'étranglement qui existent. Il faut reconnaître quand même que ça ne va toujours pas à 100% pour ces jeunes qui sont de l'autre côté. Et d'aucuns, lorsqu'on essaie de les lire un peu sur les réseaux sociaux, lorsqu'on abordait certains au téléphone pour penser retour au Cameroun, malgré le contexte difficile, de l'autre côté de la diaspora de l'Europe, on parle plus du télétravail avec tout ce que cela comporte comme relance, mais sur le plan local, c'est un peu difficile parce qu'il faut penser au télétravail aussi localement, l'adapter au Cameroun, ce qui est un peu difficile pour ces jeunes. Oui, je disais donc il va bien falloir que certaines administrations arrêtent d'être des mouroirs de projets de jeunes. Oui, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, vous savez, je suis très intransigeant lorsqu'on parle de la problématique jeune, parce qu'aujourd'hui, on veut bien donner l'impression que tous les jeunes ne méritent pas la confiance de la nation, mais que non, il y a des jeunes qui sont des jeunes intègres, il y a des jeunes compétents, il y a des jeunes capables. Nous sommes là, monsieur Serge Bondier, s'il y a des jeunes qui ne peuvent pas faire la mission de communication, de sensibilisation, d'information et bien évidemment, je veux dire d'implémentation de la politique de la communication en matière de projets de jeunes, nous sommes là pour ça. Nous pouvons le faire, nous pouvons faire ce travail-là. Il est inadmissible que l'État met des moyens en jeu, l'État met des programmes et des projets. Il y a quand même des gens, et parfois ce sont des jeunes gens, ne pensez pas que ce sont des vieux forcément. Lorsque vous allez dans les cellules de communication et dans l'Observatoire national de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, le PAGER-U, tous ces programmes-là, le plan climat spécial jeune, mais qui communiquent pour ces projets. Il y a très peu de jeunes qui sont même au courant de ce qui est fait pour eux. Il faut donc que, en dehors de ce déficit de communication, que nous ayons un véritable réarmement moral. Parce qu'à un moment donné, le président avait parlé du réarmement moral dans ce pays. Quel est le réarmement moral qu'on fait aux jeunes Camerounais d'aujourd'hui? Est-ce ce réarmement moral où il est inadmissible que quelqu'un sorte d'une grande école, je ne vais pas citer le nom, mais je suis obligé de le faire, l'ENAM, mais que 2 ans après, monsieur Bondier, vous avez travaillé 10 ans en tant que brillant journaliste, en 2 ans, c'est monsieur... ça dépend du monde non, monsieur Bondier. Mais à qui la faute? Monsieur Bondier, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que le jeune d'aujourd'hui est conscient de ses missions, conscient des enjeux, conscient de l'espérance de la nation que la nation place en lui? Non, du tout. Je suis très moins rassuré. Parce que le président aujourd'hui est comme ce père de la nation, je sors par là, un parent qui est à l'aube de son âge.
arrive là et réunit ses enfants autour d'un feu sous un arbre là, à Palab, là, au village, et leur dit: mes enfants, je suis arrivé à la fin, je vais déjà peu à peu à la fin de ma vie et de mon âge. Je voudrais que rassurer que cet héritage que je vous laisse, ce beau Cameroun qui m'a aussi été laissé par les pères fondateurs de cette nation, je veux être rassuré que je laisse ce Cameroun en que de bonnes mains, en que ces gens qui peuvent faire aller au-delà du sacrifice suprême pour sauvegarder l'intérêt général et non construire le Cameroun dans l'intégrité et non dans le vol, l'enrichissement illicite, la dépravation des mœurs, des jeunes qui peuvent tuer leurs enseignants. Mais c'est grave. L'enseignant qui était le Seigneur est devenu aujourd'hui le voleur. C'est compris, Ahmed. Et puis je suis très ravi que ce discours vienne des jeunes qui sont au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui voudraient davantage voir les choses changer. C'est un discours qui est plein d'espoir et qui nous promet des changements de manière fondamentale, et ça va beaucoup nous aider. On a annoncé à l'entame de cette émission, Ahmed Mbala nous a retrouvés. C'est un journaliste, il est en service à la rédaction centrale du journal Le BCJ ici même à Yaoundé. Bonsoir Ahmed et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Martial, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de cette chaîne de télévision qui nous regardent en ce moment. Et merci pour l'honneur que vous me faites de me convier à cet alléchant plateau. En tout cas, vous êtes chez vous, c'est un heureux plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus sur ce plateau pour échanger autour des questions qui intéressent le Cameroun, qui intéressent la jeunesse, qui intéressent la diaspora. Je voudrais rentrer avec vous dans cette thématique pour évoquer le discours du chef de l'État camerounais il y a quelques jours. Quels sont les points saillants du discours du chef de l'État, ces points qui vous ont intéressé et qui vous ont marqué forcément et qui peuvent avoir un ancrage au sein de la jeunesse camerounaise dans les semaines, dans les mois ou alors dans les années qui arrivent? Oui Serge, c'est vrai que je me serais attendu à parler aussi de la diaspora que vous avez évoquée. Ça c'est l'entame. Oui, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et je suis très content même déjà d'entendre un jeune qui est un communicant du Rassemblement démocratique, du parti au pouvoir, s'exprimer de la sorte. Je souhaiterais que ce soit ainsi dans tous les domaines, que ce ne soit pas seulement en ce qui concerne les institutions en charge des programmes de jeunes et autres, mais du système en général. Je suis très content de l'écouter parler comme ça. Donc, quant au discours, vous avez peut-être vu la une que le Messager a fait. On vous a parlé de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que quelque part, nous n'avons pas été surpris de ce discours. Parce qu'en fait, il est resté le même. Lorsqu'on nous parle des emplois, lorsqu'on nous cite certains jeunes comme exemple, lorsqu'on nous parle et de ce que les pouvoirs publics font, et lorsqu'on rend hommage par exemple aux jeunes qui sont au front dans le cadre dans les forces de défense et de sécurité, c'est des discours qu'on a déjà écoutés. En fait, on a besoin d'une innovation, on a besoin de comprendre, de sentir le changement dans le discours, de sentir quelqu'un qui se dit je ne suis plus là pour longtemps et je souhaite véritablement vous laisser. Mais en parlant de la transition générationnelle justement, il pose les bases pour cette génération qui a besoin de s'installer, et puis les reflets, plutôt les reflets de cette volonté. Oui, Serge, il a parlé du plan triennal jeune et il a parlé du nombre d'emplois que cela a pu créer, c'est-à-dire que des gens qui se sont mis désormais à leur propre compte sous financement de ce programme de 103 milliards de francs CFA. Mais je voulais vous dire, vous êtes journaliste et je sais que vous êtes très pointillé en ce qui concerne les enquêtes. Si vous allez interroger effectivement sur ceux qui ont bénéficié, les près de 5 000 dont on parle, qui ont bénéficié de ce programme, vous vous rendrez compte que ce n'est pas effectivement le cas. Je ne voudrais pas dire que le chef de l'État a menti, mais simplement on a menti au chef de l'État. Ceux qui sont censés lui donner la bonne... Non, c'est archi faux. Je n'ai pas besoin de passer par 4 chemins pour dire que les chiffres qui ont été avancés, annoncés dans le cadre du plan triennal jeune qu'on a déjà soutenu, c'est archi faux. Parce que dans le cadre de mon travail, de notre travail, nous avons effectué une enquête sur ce programme de plan triennal jeune et de la façon dont les fonds sont gérés. On s'est effectivement rendu compte que il n'y avait pas une certaine clarté, une certaine transparence.
une certaine transparence. Donc, aujourd'hui, qu'on vient nous dire qu'il y a plus de 5000 jeunes qui ont bénéficié des appuis, vraiment, on a envie de se demander, sont-ils des jeunes de moto-taxi? On va arriver à essayer de comprendre, hein, pour Essi Mohamed. C'est vrai que c'est des Camerounais, c'est des chiffres qui sont vérifiés, c'est l'administration, quand même, c'est le gouvernement de la République qui a fait ce travail aussi. Je reviens à vous dans un petit moment, hein, peut-être on parlera aussi de la question de la diaspora relativement à cet appel du chef de l'État qui nous intéresse aujourd'hui. On a quand même parlé de plus de 16 000 jeunes qui sont derrière cet appui. Le président de la République a parlé de plusieurs projets qui sont lancés depuis des années. Ce n'est pas seulement les 103 milliards de francs CFA au Cameroun. On a parlé du FNE, du PAGEU, du PIFMAS et du PIACI. C'est des projets. Oui, excusez-moi de vous le dire. J'ai écouté Bessala parler tout à l'heure. J'étais très content quand on parle des projets ou des programmes qui sont pratiquement les mêmes. Le FNE fait quoi? Le PIASI fait quoi? Le PIFMA fait quoi? Le PAGEU fait quoi? Il n'y a pas une certaine coordination. Et il y a cela quelques années, vous vous rendez compte que quelqu'un peut bénéficier d'un projet dans un programme et bénéficier encore d'un appui dans un autre programme similaire. Alors qu'avec la coordination, on peut savoir que tel a déjà bénéficié d'un appui, on n'a plus besoin de lui donner un autre appui dans un autre programme. Mais manque de coordination. Le danger aussi, c'est que peut-être les jeunes qui sont engagés dans ces projets, ils ne sont pas dans un esprit de sincérité. C'est pas eux, c'est la coordination gouvernementale qui peut permettre qu'il y ait une plateforme de ce que, si M. Martial Bessala a déjà bénéficié d'un appui du PAGEU, qu'il ne vienne plus à nouveau, par exemple, au PIASI, dire qu'il souffre, il a besoin d'un appui. C'est cette coordination dont on a. Martial Bessala, la réaction avant de revenir. Oui, c'est vrai, je peux partager, c'est vrai que Ahmed, il a un ton qui est, c'est son ton à lui-même. Il dit des choses intéressantes. Vous savez, je l'ai dit au début aussi, j'ai proposé que il va bien falloir, vous savez que l'État est un mauvais investisseur, déjà même dans la nature, la configuration de l'État. C'est un mauvais investisseur, c'est un mauvais entrepreneur. Pour que de tels projets réussissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va bien falloir qu'il y ait une plateforme entre le gouvernement et des banques. Vous savez que les banques ne mettent pas de leur argent n'importe où. Et pour faire des pertes. Là-bas, ils sont là pour faire des affaires. Il faut gagner. Il faut financer des projets qui sont bancables, qui sont en mesure de booster l'économie, de développement et pour que ces jeunes-là puissent se rembourser. Ce que moi je proposerais, c'est que le gouvernement de la République, soit le ministère de la Jeunesse, déjà même que le ministère de la Jeunesse, à mon sens, doit rester dans la stratégie, la coordination, la conception des politiques au niveau national. Maintenant, il va bien falloir qu'on mette en relation les collectivités territoriales décentralisées et un organisme, un seul, je dis bien, indépendant, qui pourra coordonner les questions et les problématiques des projets des jeunes en collaboration avec des banques privées. Donc l'État peut déposer de l'argent dans les banques privées et ces banques-là, avec l'expertise, seront en mesure d'analyser les projets qui sont portés par des jeunes. Et comme la banque des PME par exemple. Non, c'est toujours l'État. C'est toujours l'État. Cette banque n'accompagne pas beaucoup depuis qu'elle est là. C'est toujours l'État. C'est l'État. La banque des PME, c'est l'État. Ce seront les mêmes mécanismes parce que l'État a les mêmes mécanismes de gestion des finances publiques. Ce sera la même chose. L'État a toujours la volonté de soutenir, de venir à l'appui aux citoyens, de soutenir l'intérêt général, le service public. Parfois on dit c'est gratuit et quelquefois même quand on veut demander les comptes, c'est avec une manière douce. Moi je propose qu'on remette cette fonction aux banques commerciales, aux banques privées qui seront là pour analyser les projets de manière sincère, sans tête chercheuse. On analyse les projets de manière sincère. L'État, les jeunes viennent soutenir leurs projets devant ces experts privés et les projets qui seront bancables, sélectionnés, seront financés et avec un objectif, avec, je veux dire quoi, des objectifs fixés à ces jeunes-là, à savoir que d'ici 5 ans, vos entreprises, vous devez recruter tel nombre de personnes, vous devez booster l'économie à tel niveau, vous devez ceci, et c'est comme ça qu'on va évoluer. Que de financer 5500, parce que le président a parlé de 5500 projets, que de les financer 5500 projets, et être très moins sûr que d'ici 10 ans, au moins 100 seront viables.
Vous voyez? Parce que c'est ça le grand risque quand l'État veut gérer le service public. Ce service public-là ne peut pas gérer l'entrepreneuriat, ne peut pas faire les affaires de manière efficace. Merci, voilà merci Albessala. En tout cas, la problématique qui nous intéresse ce soir, elle a trait à cette diaspora camerounaise qui a été appelée par le chef de l'État du Cameroun. Le temps pour nous d'accueillir notre troisième invité. On prend la transition et nous revenons pour la suite de l'émission. Mesdames, merci de rester sur Cam10 Télévision. C'est votre débat du soir, votre prime. Médiacratie qui se poursuit. On accueille Mireille Mandigoué, elle est vice-présidente nationale du mouvement réformateur. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à mes copanélistes. C'est vrai qu'il n'a pas été facile de rallier notre studio, mais on sait vos nombreuses occupations, mais tout de même le plus important pour nous c'est que vous soyez là. Heureusement que j'ai pensé que vous trouveriez des justificatifs comme quoi les femmes sont occupées ou alors les femmes sont toujours en retard. Non, nous ne que sommes je pas vous aurais sauté dessus tout de suite. Merci de pardonner mon retard. C'est vrai que j'étais appelée à d'autres engagements et celui-ci aussi était très important, il fallait que je sois. Merci bien. En quelques secondes, votre formation politique se porte bien? Oui, nous nous portons très bien. La dernière actualité au sein du mouvement réformateur? L'installation des délégations régionales. D'ailleurs, le centre a connu son délégué régional il y a quelques jours seulement et le président national du parti et le secrétaire général sont en tournée. Après Ezeka et Edea, ils sont demain à Fumban, dans le Nord, pour installer les responsables régionaux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une nouvelle dynamique. Le parti est là depuis, je crois, 2006. Tout à fait, depuis donc, 2006. Il repart de plus belle pour cette fois-ci, vu les échéances qui attendent peut-être dans 3, 4 ou 5 ans le Cameroun. Donc, vous serez fin prêt. Nous serons fin prêts. La preuve, nous déployons sur le terrain. Nous avons acquis l'adhésion de plusieurs jeunes, puisque nous avons introduit par la jeunesse, de plusieurs femmes aussi. La preuve, je suis président national et je suis une femme. En tout cas, bon courage. C'est tout le mal qu'on vous souhaite de bien mener la destinée de la jeunesse, de la femme, entre autres. Mais vous avez suivi le discours du chef de l'État camerounais hier, avant-hier. Voilà, il a parlé de cette jeunesse-là, qu'il a interpellée de manière profonde. Je voudrais m'arrêter avec vous avant de passer à Ahmed Bala sur la question qui avait trait à l'appel à l'endroit de la diaspora au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que le chef de l'État camerounais, cette fois-ci, a été entendu de ce côté-là et que cet appel fera forcément bouger cette diaspora? Le chef de l'État est toujours entendu par la diaspora. Mais maintenant, comment est-ce qu'il se fait comprendre, il se fait entendre? Comment est-ce que le message passe? C'est ça la question. Il est toujours entendu. Mais maintenant, les grands problèmes que soulève la diaspora, c'est la difficulté d'accès à leur propre pays. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur dans un pays qui ne vous accueille que par les mots? C'est ça la grande question. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour accueillir confortablement cette diaspora, pour l'accompagner dans ses politiques de développement, d'installation et j'allais dire quoi, de prospérité et même d'agrandissement
développement de la masse des employés au Cameroun. Donc c'est de cela qu'il est question. La diaspora écoute, la diaspora réagit, mais maintenant quelles sont les facilités mises en œuvre? C'est vrai que le ministère des Relations extérieures sera ici, qu'il déploierait véritablement tout l'arsenal dont on parle plus qu'on ne met en œuvre. Mais la diaspora a un sérieux problème. La diaspora a envie de revenir au Cameroun. La preuve, ils ne sont pas très nombreux, ceux-là qui ont changé de nationalité. Ils restent camerounais et ils attendent seulement que les opportunités leur soient offertes, que les portes leur soient ouvertes et que l'accueil soit franc. Vous pensez qu'il y a eu des blocages bien avant, parce que ce n'est pas la première fois que cet appel est lancé. Tout à fait. Et ces jeunes de la diaspora posent un problème fondamental, celui de la mise en route au Cameroun de la double nationalité. À votre avis, pourquoi le gouvernement traîne sur la question? Pourquoi ce n'est pas accepté d'avoir une double nationalité au Cameroun lorsqu'on sait que plusieurs d'entre eux ne sont plus forcément camerounais? Allez savoir, moi je n'ai pas de double nationalité, je suis camerounaise, mais maintenant ceux qui en ont savent quels sont les avantages et les inconvénients. Peut-être que dans un souci d'égoïsme, on n'a pas envie que les autres partagent les mêmes privilèges. Allez savoir, moi je saurais répondre à cette question. Mais je pense que la diaspora réagit là pour dire son désir le plus profond, ses aspirations les plus profondes. Est-ce que c'est à son avantage d'avoir une double nationalité? Auquel cas? Est-ce que c'est au désavantage du Cameroun de la leur octroyer? Il faut savoir. Mais maintenant, une fois qu'on a tablé là-dessus, je pense que la réponse s'impose par elle-même. On peut être camerounais, on peut être français, on peut être italien. La preuve, vous venez de mentionner là, ceux qui ont cette double nationalité, ils ne sont aucunement dangereux pour notre pays. Pourquoi ne pas la leur accorder aussi, permettre que ceux qui veulent véritablement se déployer dans un univers, dans un environnement comme mon autre le fasse, à partir du moment où ils respectent les règles établies, à partir du moment où ils participent véritablement au développement du tissu commerce, du tissu économique, à partir du moment où ils s'impliquent véritablement dans la gestion de la cité et ils contribuent au développement du pays. Et c'est important, même si pour l'instant on note des chiffres de moins de 2% qui ont trait à la contribution de ces diasporas pour le Cameroun. Ahmed Bala, c'est vrai que c'est une question aussi qui vous intéresse. Est-ce que ces jeunes de la diaspora pourront-ils avoir l'espoir? Parce qu'ils ont demandé aussi, entre autres, la mise sur pied d'un ministère en charge de la diaspora, même si on leur a proposé au niveau du ministère des Relations extérieures des départements qui pourraient prendre en compte leurs différents problème. Est-ce que le problème de double nationalité est un frein face à cet appel lancé par le chef de l'État du Cameroun? Oui, le chef de l'État, quand il lance l'appel à la diaspora, c'est parce que quand on regarde autour de nous, on se rend compte que la diaspora représente un levier important dans la création des richesses des États. Vous pouvez regarder un peu, il y a certains pays aujourd'hui qui comptent énormément sur leur diaspora et dont la diaspora contribue également à l'essor économique du pays, notamment le Nigeria, le Ghana, le Mali, au Maroc par exemple. Mais au Cameroun, vous vous souvenez, en 2017, on a organisé un forum, le premier forum camerounais sur la diaspora, forum de la diaspora camerounaise au Palais des Congrès, c'était en 2017. Qu'est-ce qui avait été dit? Il y a eu certaines résolutions qui ont été prises et qui devaient en principe rentrer en vigueur, qui devaient être prises en compte d'ici peu, et en principe en 2021 certaines mesures devaient déjà être prises. Mais jusqu'à présent, toutes les résolutions là sont toujours dans les cartons au ministère des Relations extérieures. Les gens se sont plaints, effectivement ils ont posé le problème de la double nationalité. Le problème avec le Cameroun, c'est que il y a un système de 2 poids 2 mesures. Vous ne pouvez pas empêcher certaines personnes de venir investir ou alors contraindre et mettre des mesures contraignantes pour des personnes qui veulent venir investir au Cameroun sous le prétexte qu'ils ont une double nationalité, alors que vous confiez la gestion de la chose, de la cité, la gestion de la politique, la gestion de la fortune publique à des gens qui ont également une double nationalité. Vous ne pouvez pas permettre que des gens qui ont une double nationalité peuvent venir jouer au football au Cameroun à l'équipe nationale et prendre l'argent du contribuable camerounais et empêcher que d'autres viennent investir. Vous ne pouvez pas permettre que certains directeurs généraux, certaines personnes soient nommées directeurs généraux dans ce pays et gèrent la fortune publique, et vous empêchez que quelqu'un d'autre, parce qu'il a une double nationalité, puisse postuler à un poste de député ou de maire. Vous allez lui brandir simplement le... Mais ça pourrait passer par vous comprenez que à l'Assemblée nationale. Les députés ne sont pas engagés dans cette dynamique. Soyons cohérents. C'est tout ce que moi je demande. Si on estime
qu'on ne peut pas gérer un certain nombre de choses parce qu'on a une double nationalité, faites-le pour tout le monde. Ne faites pas seulement pour une catégorie de personnes lorsque ça vous arrange ou alors lorsque vous mettez en mal une personne et lorsque ça ne vous arrange pas, vous laissez. Non. Et c'est ça qui démotive. Quelles sont les mesures incitatives ou alors qu'est-ce qui peut attirer aujourd'hui les Camerounais, la diaspora, à venir investir au Cameroun? L'API, c'est-à-dire l'Agence de promotion des investissements, avec plus d'autres mesures pendant ce forum et a estimé que non, on va tout faire pour que les Camerounais qui veulent vraiment investir au Cameroun viennent investir. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, où en sommes-nous? Rien n'a été fait. Donc en fait, on n'est pas très surpris. Je vous ai dit tout à l'heure que le discours du chef de l'État est un discours, comme nous avons titré, de la poudre aux yeux. Simplement, pour le plaisir de ceux qui aiment, pour le plaisir des martials, les jeunes. Non, mais c'est un discours qui est resté réaliste, au-delà de tout. On a apprécié, d'ailleurs, beaucoup se sont engagés dans la logique de voir les progrès qui sont faits à plusieurs niveaux. Et peut-être l'espoir maintenant, c'est la matérialisation, parce que d'aucuns estiment souvent que les idées sont bonnes, elles sont données. Maintenant, c'est l'implémentation qui fait problème. Ça peut être dans les bureaux administratifs, ça peut être des personnels qui sont en charge de la mise en œuvre de ce qui a été dit, mais matériellement, il y a toujours un souci qui se pose. On va sortir de cette question relative à l'appel du chef de l'État via la diaspora. Martial, un dernier mot sur la thématique. Oui, ce que je voudrais d'abord signaler, c'est que les règles en matière de football ne sont pas les mêmes qu'en matière d'élection. Ça veut dire que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que le fils, je ne sais pas comment on l'appelle, ou c'est Boateng ou c'est qui là, qui joue en Allemagne, et son frère peut jouer au Ghana. Ça veut dire quoi? Ce que la FIFA demande, c'est que une fois que vous avez joué à l'équipe première, à l'équipe A, dans une nationalité, vous ne pouvez plus jouer dans une autre nationalité. Ça ne veut pas forcément dire que vous appartenez à cette nationalité. Donc, on peut vous donc en DG, France, on peut quand même permettez. C'est une question. Oui, je vous dis. Oui. On peut vous nommer au Cameroun, général. La règle pour nommer, même dans je veux dire quoi, le contrôle du pouvoir discrétionnaire, il n'est pas un contrôle maximum en droit administratif, je peux me tromper. Ça veut dire que là-dedans, on peut nommer un étranger directeur général. Il y a les étrangers qui ont été nommés directeurs généraux de la CAMER. Ils n'ont pas pris la nationalité camerounaise, par exemple. Non, moi je parle des Camerounais. Dans le cadre du pouvoir discrétionnaire. Par contre, dans les fonctions électives, vous avez, la loi est bien claire là-dedans. Ça veut dire que vous devez être de nationalité camerounaise pour candidater. Mais pour les fonctions de nomination, le président de la République ou alors l'autorité administrative qui a le pouvoir discrétionnaire de nomination, la loi n'exige pas qu'il s'appuie sur votre nationalité camerounaise pour vous donner une responsabilité parce que vous avez une compétence. Il faut l'établir. C'est la même chose dans le sport. Dans le sport, ce sont les règles dictées par la FIFA qui conditionnent dans le football et non les règles d'un État. À la fin, je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas donner l'impression que le gouvernement ne fait rien pour encadrer la diaspora au Cameroun. Le climat des affaires aujourd'hui est nettement favorable à l'investissement. Comment expliquez-vous que des Chinois arrivent à avoir des entreprises au Cameroun, des Gabonais, des Sénégalais, même des Maliens là à côté, qui arrivent au Cameroun et qui ont des petites et grandes entreprises même déjà. Et que le Camerounais, permettez, ce sont les mêmes procédures. Parce qu'il y a le rapport du GICAM, il y a aussi le Cameroun Business, où les opérateurs économiques sont revenus sur certains manquements observés. Je n'ai jamais dit que c'était parfait au Cameroun. Je dis qu'il y a des soucis, mais il y a une grande amélioration. Savez-vous qu'il y a un guichet unique de création des entreprises qui existe au Cameroun? Et là-dedans, c'est une proposition de la diaspora qui avait dit que quand ils arrivent au Cameroun, on les fait parcourir de multiples administrations, le greffe, les impôts et tout ça. Il fallait réunir ça quelque part. Le président a écouté. Il a créé un guichet unique de création des entreprises. Vous avez toutes ces administrations réunies en 72 heures. Cher monsieur, si vous avez toutes les formalités de la loi, vous avez une entreprise. C'est noté. Maintenant, est-ce qu'elle est viable? Ils sont les mêmes conditions pour les nationaux comme ceux qui sont de la diaspora pour créer une entreprise au Cameroun. Il se trouve donc qu'aujourd'hui, des gens veulent faire du chantage, de la surenchère à l'État au niveau des conditionnalités pour qu'ils reviennent au Cameroun. Ne faites pas du chantage à son État, monsieur Mbala, et n'encouragez pas cela parce qu'aujourd'hui, vous êtes au Cameroun, vous êtes un brillant journaliste, vous faites des papiers, des très bons papiers que moi j'apprécie. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas mériter
le poste, je le sais, de directeur de l'information dans une grande structure comme la CIATI, par exemple. Je vous le souhaite. Pourquoi est-ce que c'est celui qui avade, permettez, qui doit arriver au Cameroun un beau matin avec sa nationalité, venir vous discuter ce droit. Pourtant, il a les mêmes droits aux États-Unis et au Cameroun en même temps qu'il est Camerounais. Merci, donc, merci Marcel Bessala. Je vous reviens. Mireille, on sort de la Nuancer thématique. La diaspora sera entendue. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Est-ce qu'il y a nécessité de relancer un second ou un troisième forum au Cameroun où on joue carte sur table avec des propositions concrètes et qui est un suivi dans ce qui pourrait être fait par la suite? Non, mais vous savez, si l'appel persiste, ça veut dire que les objectifs ne sont pas atteints. Et moi, je regardais très attentivement mon copanéliste d'en face qui posait beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de pourquoi. Moi, je me serais attendu à ce qu'il apportât des réponses. Mais s'il y a toujours des questionnements, ça veut dire que les objectifs ne sont pas atteints. Ça veut dire qu'on est parti sur des mauvaises bases. Cette interpellation-là du chef de l'État à l'endroit de la diaspora signifie simplement que la diaspora écoute, mais elle n'agit pas. Elle n'agit pas. Elle a comme l'impression qu'elle n'est pas prise en compte, qu'elle n'est pas considérée. Elle a l'impression qu'elle est flouée. Elle a l'impression qu'on est floué. On parlait tout à l'heure de Et la comment régler la question de la double unique. nationalité? Est-ce qu'on ne doit pas l'accepter au Cameroun pour ceux-là même qui peuvent revenir, même si d'aucuns vous indiqueront que ils ont double nationalité, mais ils n'ont jamais été empêchés d'aller participer à un devoir civique, aller voter entre autres. Est-ce qu'on ne peut pas résoudre ce problème en ce moment pour faciliter ces échanges et cette mobilité de cette diaspora-là? Le problème ne sera pas résolu d'un claquement de doigts, parce qu'en même temps, il ne faut pas s'éloigner du fait ou taire le fait que le fait d'octroyer cette double nationalité peut avoir un revers, quoi qu'on dise, parce que beaucoup pourraient l'utiliser non pas pour des aspects positifs mais pour des aspects négatifs, et c'est là où je rejoins mon copanéliste d'en face. Mais il se trouve que si on interpelle des gens, si on sollicite l'apport de certaines personnes, c'est le lieu de mener une enquête, c'est le lieu de dépouiller notamment cette diaspora-là des personnes qui ne nous intéressent pas, qui ne participeraient pas au développement de notre pays, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut à partir du moment où on interpelle. Et je crois que l'État a les moyens de savoir exactement qui vient investir au Cameroun. Mais pourquoi est-ce que ça bloque? On sait exactement qui vient investir au Cameroun, qui vient faire quoi, d'où est-ce qu'il sort son argent. Ça, l'État a le pouvoir de le savoir. L'État a les capacités de le savoir. Mais pourquoi appeler des gens dont vous savez exactement quelle est leur capacité, leur potentiel, tous les jours, et vous ne les voyez pas se présenter? Et on a également le sentiment que c'est peut-être ce qui conforte un peu Ahmed Mala dans sa position, en pensant que ce sont des appels, mais qui ne sont toujours pas entendus. On a comme l'impression que c'est le même discours, mais il n'est pas interdit d'appeler à tous les coups, on ne sait jamais. Peut-être que les choses changeront à partir de cette année pour que le meilleur reste. Merci madame, monsieur de rester avec nous, vous sur les antennes de Cam10 TV. Nous abordons sans transition la deuxième thématique de ce soir. On parle du sport football. Le chef de l'État camerounais appelle les dirigeants du football camerounais à se ressaisir. D'ailleurs, il a demandé que la FECAFOOT reprenne en main ses responsabilités. Un communiqué relatif a été signé il y a quelques jours par le secrétaire général de la présidence de la République qui demandait de relancer véritablement le championnat camerounais. Ahmed Bala, j'ouvre avec vous sur cette question. Est-ce que vous croyez en l'avenir du football camerounais tel que les choses se déroulent aujourd'hui? Non, Serge, il faut que nous soyons vrais. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Donc vraiment, à mon sens, ce qui se passe, la mafia qui se passe au niveau de la présidente de la République jusqu'au premier ministère prouve à suffire que on ne peut pas gérer le football au Cameroun avec les gens qui sont en ce moment, non seulement au ministère, mais également à la FECAFOOT. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une équipe de transition qui a été mise en place par des clubs? Est-ce que vous savez qu'on est contre? Il y a toute une partie de ces clubs qui refusent, qui s'insurgent ou alors qui sont contre la décision du secrétaire général des services du premier ministre et qui disent que c'est de nul et nul effet, que le président de la République ne peut pas aller à l'encontre de la loi.
quand l'OTAS a dit quelque chose, c'est le tribunal arbitral de sport, c'est la dernière instance. Il n'y en a pas, c'est la Cour suprême. Lorsqu'elle a dit le droit, il n'y a plus une autre instance. Vous allez seulement appliquer la décision. Si le Cameroun aujourd'hui vient à tordre dans le cou à la loi et décider de faire autre chose, c'est le Cameroun qui va subir. En fait, moi je propose, j'ai toujours proposé cela, qu'après le CHAN là, qu'on laisse un peu passer, vraiment qu'on essaye de... Est-ce que vous êtes parmi ceux, les Camerounais, qui pensent qu'il faut qu'on sorte un peu de toutes ces organisations, qu'on essaie un peu de voir comment suspende d'abord, vraiment qu'on retire et la FECAFOOT, entre autres, la Ligue de football professionnel. Certains pays l'ont fait et rien... Le Nigeria, par exemple, l'a fait. Voilà, même le Ghana l'avait fait. Retirer même pendant 2 ans notre affiliation au sein de cette association et réfléchir donc, parce qu'aujourd'hui c'est l'argent qui part, les gens qui vont au tas, c'est toujours l'argent. Organiser ceci, une réunion de cela, vous ne pouvez pas imaginer combien Seydou Mbombo Njaya a déjà dépensé comme argent, et aujourd'hui on vient lui dire qu'il n'est pas légitime, donc il doit quitter. On nomme maintenant quelqu'un d'autre. Il y a M. Albert Mbida, vous avez vu le communiqué de M. Albert Mbida, lui n'est même pas avec le chef de l'État, hein. Oui, M. Albert Mbida n'est pas avec le chef de l'État. Lui, il a sorti son communiqué, il a dit à M. Njoya que vraiment il faut libérer. Oui, il a dit il faut libérer. Donc, il n'est pas avec le service du Premier ministre et le communiqué qu'on voudrait attribuer au chef de l'État. En fait, c'est... Et en plus, on peut même rester dans cette logique. Lorsqu'on pense à la mafia, on a vu toute cette panoplie de communiqués. D'ailleurs, un autre communiqué qui a été signé par le secrétaire général par intérim de la Fédération camerounaise de football, qui appelle les clubs de première et deuxième division mardi prochain, donc à une rencontre pour voir comment relancer le football. Donc finalement, qui gère commercial de cette... deux champions, c'est-à-dire que dans un pays, je n'ai jamais vu, c'est au Cameroun que j'ai vu ça. C'est-à-dire que la Ligue organise son championnat et la FECAFOOT organise son championnat et lance ça le même jour. Quelqu'un va prendre les arbitres à l'aide. Et vous, c'est toujours de l'argent. Et ce n'est pas l'argent qui sort de leur poche. C'est l'argent du contribuable camerounais. Inviter des arbitres qui viennent de l'étranger, leur payer les billets d'avion, c'est des sous. Prendre des stades ailleurs, aller faire déplacer des équipes, les faire jouer, c'est toujours de l'argent. Ah, moi, vraiment... Oublions un peu l'histoire de football, retirer un peu les histoires de championnats et autres là, on va réfléchir des questions de football entre nous et il y aura plus 5 francs qui sortira des caisses de l'État. Le Cameroun tient notamment à son sport, à son football, on espère que tout va être relancé. Hein. Et puis pour ce qui est de la Ligue de football professionnel du Cameroun, on se souvient que les arbitres qui ont été appelés venant de la Guinée équatoriale, par la suite, c'était les arbitres CAF qui ont été sanctionnés même par le pouvoir de Malabo pour avoir répondu à l'appel lancé par le général Pierre Semengue à une période, le temps pour lui de relancer le championnat. Le président de la République était là. Et il suivait l'actualité là. Il était là. C'est d'autant plus important qu'il faut penser. Maintenant, on a le TAS qui réhabilite le général Pierre Semengue. On a également la FECAFOOT qui ont difficulté avec l'Assemblée de 2009, pour certains qui devraient reprendre droit de cité. On a Seydou Mbombo Njaya qui devient finalement président par intérim ou illégitime. Dans cette cacophonie, le gouvernement demande à la FECAFOOT de relancer le football. Où se trouve le TAS en ce moment? Où se trouve la FIFA? Où se trouve la CAF? Que devient le football camerounais à la fin? Oui, il faut dire que je vais d'abord préciser que vous savez, vous connaissez le débat qui a meublé les chaumières il y a cela 2 semaines, où il y avait une instruction, une bonne instruction du président de la République, où les gens réussissaient à manipuler même l'instruction du président de la République. Je remarque que le 10 février dernier, le président a donné sa position officiellement et clairement, que les gens n'aient pu dire que c'est le président Paul Biya qui a demandé de faire ci ou ça. Sa position a été donnée officiellement et elle est claire et elle est archivée. Deuxième chose que je voudrais relever, s'il te plaît? Le président demande aux instances fêtières, à savoir la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle de football. Voilà les deux. Lorsque vous entendez ça, ça veut dire qu'il y a certainement une question de légitimité et d'illégitimité. Le président ne saurait donc aller du côté de l'illégitimité. Le président est dans la légitimité et la légalité. La légalité là conforte donc et contient donc quoi? L'élection du bureau qui doit être là. Et c'est ce bureau que connaît le président de la République. Et deuxième chose, le respect de toutes les décisions de justice. C'est de ça que parle le président. Mais on ne pourra pas parler de l'ingérence du gouvernement dans les affaires des associations sportives. La FIFA peut réagir demain et sanctionner le Cameroun à nouveau. Voilà pourquoi le président demande aux instances fêtières, parce que c'est légaliste.
il ne va pas prendre une décision en tant que chef de l'État. C'est vrai que dans le cadre du Cameroun, il peut prendre n'importe quelle décision pour rétablir l'ordre. Mais il reste légaliste en disant l'État du Cameroun a donné donc, a fait une délégation de services publics à une instance de droit civil qui doit gérer le football au Cameroun. Cette délégation peut être retirée, comme vous avez dit. Ça veut dire que l'État du Cameroun peut dire aujourd'hui, nous retirons notre agrément à la Fédération camerounaise de football et cette Fédération camerounaise de football va rester simplement dissoute parce que elle ne sera plus dépendante donc de la Confédération africaine du football et de la FIFA qui n'existe que parce que l'État du Cameroun lui donne l'agrément d'exercer sur le territoire camerounais. Voilà, le président n'est pas encore arrivé à ce niveau. Le président les interpelle. Il peut y arriver. Okay. Il a les pouvoirs constitutionnels et légaux de le faire. Et même la loi d'orientation du sport donne l'opportunité à l'État de retirer son agrément aux fédérations à n'importe quel moment. Voilà. Ça veut dire que nous sommes encore dans une position où le président dit il y a des décisions de justice, il y a des élections qui sont organisées et là-dedans, si les élections sont organisées et l'organe juridictionnel dit que ces élections ont été fausses, alors cette décision de justice doit s'appliquer. Si elle ne peut pas être appliquée, le gouvernement, la République et l'État du Cameroun prendront leurs responsabilités. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ça, c'est de deux. De deux, maintenant, c'est la mafia. Serge Bondier, ça, c'est le haut niveau de la mafia. C'est cette mafia qui part de la FIFA, qui a pu renverser Blatter et renverser Issa Yaktoua, la cave, mettre un monsieur qu'on appelait Amat, le mec dehors, le ramener, le mec en série 2 jours, le ramener encore. C'est tout ça qu'on appelle la mafia. Le réhabiliter. Et qu'aujourd'hui, il peut faire recours, on suspend les effets de sa décision, il revient ici. Et que le temps de l'organisation du CHAN au Cameroun, on peut avoir 2 présidents de la CAF qui arrivent ici avant et après la finale. Donc, vous regardez tout cela, c'est tout cela qui arrive au Cameroun. Vous avez l'arrêt de jeu sur les terrains de football et vous avez une multiplication du jeu au niveau des tribunaux et des bureaux. Et tout cela, c'est la mafia qui a les tentacules à un niveau extrêmement élevé. Lorsque vous entendez le président... aussi les sanctions, hein? Oui, ça remet les sanctions, mais lorsqu'il y a des tentacules juste à ce niveau, monsieur Bondier, vous pensez que la sanction est aussi facile? C'est une patate chaude. Est-ce que ce qui se déroule concernant le football camerounais, il y a fort à penser que les choses pourraient changer demain? Parce que Ahmed Mala tout à l'heure a indiqué qu'il n'y a rien à tout ce qui est fait avec tous les gens que nous avons l'attente dans les ministères, la fédération, tout comme à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il n'y a pas grand-chose à attendre malgré les explications de Martial Bessal. Est-ce que vous pensez à l'avenir du football camerounais en l'état? Est-ce qu'il faut dissoudre absolument? Est-ce qu'il faut trouver des sanctions? Ou alors il faut changer totalement toutes les équipes pour repartir de plus belle? Vous savez, Serge, la cacophonie que nous observons dans le football camerounais n'est pas loin de ce qu'on observe dans les plusieurs secteurs, j'allais même dire dans la quasi-totalité des différents secteurs d'activité au Cameroun. Et j'ai écouté attentivement M. Bessal en face, et c'est pourquoi je lui demandais, on va y arriver un jour. Je crois que c'est à l'horizon 2035. Seulement qu'en 2035, le mouvement réformateur sera déjà, oui, nous serons déjà au pouvoir. Simplement pour dire que c'est ce laxisme-là, justement. Ça fait combien d'années dont on parle de cet imbroglio à la FECAFOOT? Mais attendez, on va y arriver, ce sera quand? On va y arriver quand? Non, je ne dis pas que c'est la panacée du Cameroun, mais les autres pays ont résolu ce problème comment? Ils ont attendu 45 ans. Ils ont attendu 45 ans. Mais vous parlez tout à l'heure d'une patate chaude. C'est une question qui a trait à une volonté politique réelle. Tout à fait. Il faut réussir à sanctionner et trouver. Comment faire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on copie les mauvais exemples? Quel est le bon exemple que vous ne pouvez pas copier? Non, moi je ne suis pas d'accord. Vous avez cité le Nigeria. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé une solution? Ils ont trouvé une solution. Nous, ce sera à l'horizon 2035. C'est de cela qu'il s'agit parce qu'on est toujours dans des promesses, on est dans un laxisme on entretient un laxisme qui véritablement participe à pourrir la situation. La preuve, on ne sait pas finalement à qui est-ce qu'on doit croire, quelle est l'instance qui est véritablement qui a toute autorité, ou c'est la FECAFOOT, ou c'est cet imbroglio-là profite forcément à des gens. D'après la sortie du chef de l'État, d'aucuns estiment que le président de la République a sanctionné, il a sifflé en mettant un peu de crédit dans la gestion de la FECAFOOT, en élaguant un peu de l'autre côté la gestion ou alors l'organisation du championnat par la LFPC. Finalement, où se trouve le général Pierre Semengue dans toute cette organisation? Est-ce que le président va à l'encontre du décret qu'il a signé en 2010 en créant la Ligue de football professionnel lorsqu'il demande à travers le SGP, donc ce que j'ai appelé du Premier ministère, voilà, de demander à la FECAFOOT de relancer, de se ressaisir, de refaire le
football. Est-ce qu'il a ignoré hier qu'il a la LFPC qui avait bénéficié d'un décret quand même, avec tous les moyens conséquents? Est-ce que ce n'est pas la grosse problématique autour des financements, c'est-à-dire l'argent qui est mis en place par la FIFA pour les fédérations et qui devait être relayé par la Ligue de football afin d'organiser le championnat, le milliard, et ce n'est pas le milliard qui crée tous ces problèmes, allant dans le sens du choix même du président de la fédération, avec tous les tripatouillages qu'il y a tout autour, qui vont même jusqu'à l'annulation, alors à la LFPC, où le président lui-même ne reçoit pas les financements qu'il faut. Mireille, est-ce que ce gros problème, ce n'est pas celui qui empêche le football camerounais d'évoluer? Parce que la conséquence, c'est que depuis pratiquement 2 ans, on n'a pas de championnat au Cameroun. Il ne saurait y avoir de guerre sans enjeu, Serge. Les enjeux existent, mais maintenant, nous ne les avons peut-être pas, nous ne les percevons peut-être pas, parce que nous ne sommes pas dans l'arène, ou bien dans les tractations de toutes ces instances-là. Mais il se trouve que si on continue avec ce laxisme-ci, on n'y arrivera pas, véritablement. On n'y arrivera. L'état de pourrissement est tel que si tout de suite on ne trouve pas une solution, j'ai peur que le football camerounais meure véritablement. Ahmed, le Cameroun, disons plutôt que le sport, le football particulièrement a beaucoup donné au Cameroun, a fait rayonner notre pays, mais on a comme l'impression qu'il ne bénéficie pas de ce qui devait lui revenir. On n'a même pas, même les anciennes gloires du football camerounais n'ont véritablement pas dans le fond, droit de citer en termes d'expression dans la gestion du football au Cameroun. On ne les écoute pas beaucoup. Pourquoi il y a autant de problèmes? Non, il y a d'abord cette ingratitude. C'est-à-dire que c'est les dirigeants camerounais, le politique camerounais est ingrat. Parce que lorsque le football se porte bien, lorsque les Lions indomptables viennent avec des lauriers et autres, on magnifie le football. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce football se porte bien? Rien. Vous avez regardé le CHAN, vous avez vu comment l'équipe nationale du Cameroun s'est comportée. C'est votre pays qui organise une compétition. C'est votre pays. Mais quelques mois avant, le pays où il y avait plus de désordre, c'est l'équipe nationale, l'équipe A' du Cameroun. Pourquoi? À la veille de la compétition, on change le coach, on change les joueurs, simplement par une affaire de prébande, d'argent à gauche et à droite. Et c'est la même chose au niveau de la FECAFOOT. Si vous vous souvenez, Serge, vous vous souvenez très bien que toutes les élections qui sont déroulées à la FECAFOOT, il y a toujours eu des histoires d'argent qui sont sorties plus tard. Les hommes d'affaires ont pris les commandes. Hein. Voilà. Les histoires d'argent sont sorties plus tard. Hein. On vous parle des gros sous, des réunions de nuit, et on a donné à telle partie, à telle personne de l'argent pour qu'ils viennent. Mais vous vous souvenez de Marlène qui avait arrêté quelqu'un, lui a dit: je t'ai donné de l'argent pour voter pour moi. Comment des gens peuvent investir? C'était le président Batamak. Hein. Oui, voilà. En fait, ça, elle a révélé aux yeux du monde ce qui se passe d'habitude là-bas. C'est-à-dire, vous imaginez quelqu'un est en prison, mais il gagne l'élection à la FECAFOOT. Il est en prison, arrêté, mais il gagne l'élection simplement parce que son réseau a déjà mis, et les gars soutiennent que même si nous reprenons l'élection, il va gagner. Et justement, je vais apporter un élément assez intéressant, parce qu'à cette période-là, nous avons mené une enquête pour essayer de comprendre pourquoi, même étant en prison, Mohamed restait toujours président de la FECAFOOT, parce que vous avez les présidents des régions, ceux qui participent au vote, c'est-à-dire les présidents des ligues, les délégués là. Donc les délégués, ils ont déjà chacun son pactole. Bien sûr. C'est-à-dire que nous avons vu les délégués qui partaient du Nord Cameroun. Vous avez un délégué responsable qui peut passer toute une année sans véritablement avoir de l'argent, parce qu'il a des activités qui lui doivent pas grand-chose. Mais le temps d'une élection, il a 1,5 million, 2 millions de francs CFA. Quand il arrive, parfois même, c'est même par procuration, il dit: ok, j'ai déjà choisi mon candidat. Dès qu'il a perçu ce qu'il a à percevoir, il est reparti. Serge Bondé, vous savez donc ce qui se passe. Voilà. Pourquoi en face on ne sait pas ce qui se passe? Non, voilà donc les réalités. Ce n'est pas sorcier, vous savez ce qui se passe. Dans ces conditions, il sera présent à la FECAFOOT à vie, parce que rien ne peut changer. Les gens qu'on nomme, ce qui est curieux, c'est que les gens qu'on nomme pour les comités vous parlez de quoi? De transition. Oui. Vous vous rendez compte qu'ils font tout. On dit ils doivent toiletter les textes et reprendre. Oui. Ils font tout pour demain, c'est-à-dire des experts, des juristes de haut vol. Mais vous allez vous rendre compte du temps que ces gars prennent là-bas, et après on vous dit que ce n'était pas bon, il faut reprendre. On change cette équipe, on prend une nouvelle équipe. Le processus. Donc, et l'argent coule. Vous voyez comment ces gars se sucrent copieusement là-bas à la FECAFOOT. C'est une affaire de gros sous. Et une affaire qui est, c'est-à-dire, même à la présidence, les yeux sont ouverts. Au premier ministère, les yeux sont ouverts. Au ministère des Sports, les yeux sont ouverts. Personne ne veut lâcher prise.
tout le monde va avoir le contrôle du réseau et contrôler la FECAFOOT. Et la conséquence, c'est qu'on viole les textes et puis ça va au président TAS. de FECAFOOT dit à un ministre que vraiment je n'assiste pas à votre réunion. Il convoque une réunion, il refuse, il boude. Parce qu'il sait que là où il est assis, il compte. Donc, son soutien est plus élevé, est plus haut qu'un ministre. Son soutien est peut-être au niveau de la présidence. Donc, à mon sens, le président ne comprend, c'est-à-dire ne contrôle plus rien. Les discours là, il n'est pas précis. Vous dites qu'il a été clair. Il n'a même pas été clair. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la cacophonie qui est en ce moment, qui se passe en ce moment là-bas, vous comprenez que personne n'a compris le discours du chef de l'État et lui-même n'est même pas au courant de ce qui se passe. Lui-même n'est pas au courant. Oui, j'affirme que le président, s'il était au courant, vous imaginez que pendant que on joue une compétition comme le CHAN et ce sont ces stades et autres, il y a un désordre inédit au sein de l'équipe nationale de A'. Et vous pensez que c'est possible que les ministres, on amène des marabouts? C'est-à-dire oui, on fait venir à Mondovision, on fait venir des marabouts à qui on donne des gros sous. Mais oui, on fait venir des marabouts. C'est vrai quand même que des gros sous. Ça permet de sécuriser. Martial, peut-être vous allez réagir aussi sur la question, mais il y a une composante dans les équipes nationales qu'on appelle marabout qu'on n'a jamais compris. Et pourtant, c'est une composante qui reçoit beaucoup d'argent, mais qui est là, mais qui n'a pas de garantie en termes de victoire. Malheureusement, quand on perd, on se demande ce que faisaient ces marabouts dans nos équipes. Ce n'est pas le propre du Cameroun, il y en a beaucoup d'équipes africaines. Ce type d'individu existe. C'est ce que je voudrais même préciser. Il aime copier les mauvais exemples. Le Cameroun n'est pas... Ce n'est pas l'apanage du Cameroun, à savoir s'entourer d'un certain mysticisme, si ça peut avoir au moins un effet psychologique sur les acteurs sur le terrain. Toutes les équipes s'arment de manière spirituelle, je peux dire quoi, mystique. Bon, ce que je voudrais aussi dire, c'est que, Monsieur Mbala, c'est plus compliqué que ça. Vraiment, je voudrais vous dire que cette histoire de football, gestion du football, que ce soit au Cameroun ou dans le monde, c'est plus compliqué que ça. Si vous prenez Augustin Senghor, qui est candidat à l'élection à la CAF, la fédération sénégalaise ne se porte pas aussi bien que vous pensez. Il y a vous avez un seul bon exemple. On devrait s'intéresser au Sénégal alors. La République démocratique du Congo a une fédération, d'où sort Constant Omaré. On laisse tomber. Elle n'est pas, voilà. Et au même moment où Issa Hayatou était président de la CAF, la cacophonie était au niveau de sa fédération camerounaise, au niveau de la fédération camerounaise du football. Lui qui était à la CAF, pourquoi il n'a pas pu résoudre ça? Malgré toutes ces interpellations. Non, c'est pas lui. Vous pensez que c'est le président Paul Biya qui sera capable de le faire? Donc, il faut faire très attention. Vous avouez là l'incapacité du chef de l'État. Moi, je n'ai pas élu le président Paul Biya pour qui j'ai la FECAFOOT, madame. Ok, d'accord. Et moi, j'admire, vous savez, moi, j'ai beaucoup de... Vous savez ce qui caractérise les vierges, monsieur Serge Bondje. Quand le mouvement réformateur arrive sur la scène politique, madame, j'admire votre enthousiasme. Et que bien avant, vous sachiez qu'il y a eu beaucoup qui ont été très enthousiastes. Restez pondérés, la gestion des affaires publiques n'est pas toujours de cette façon. Vous ne m'avez pas vu faire dans l'agitation. Je crois que si quelqu'un s'agite ici, pas d'agitation. Non, vous avez parlé de pondération. Vous avez parlé de pondération. Je ne sais pas si j'ai eu quelques écarts. L'enthousiasme que vous avez. Beaucoup ont eu ce parce que vous ne l'avez pas. À degré 10. Vous ne l'avez pas. À degré 10. Vous ne l'avez peut-être pas. Si je suis enthousiaste, c'est ma jeunesse, pas ma formation politique. En tout cas, ça nous intéresse. Maintenant, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, cette affaire, cette gestion-là de la fédération camerounaise est plus compliquée qu'on le pense. Parce qu'aujourd'hui, certains prennent ce sujet et comment on peut parler de complications lorsqu'on sait également que le gros problème, c'est le processus électoral qui est mis en place et qu'il faut changer et lutter efficacement contre la corruption. Monsieur Bondje, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la politique du sport. Parce que là, vous voyez, en tant que citoyen qui pense que non, on peut gérer ça, vous voyez le management de sport. Parce que quand vous analysez la problématique de la FECAFOOT, vous voyez la problématique du management d'une organisation ou d'une association de sport sportive. Pourtant,
Et il y a un autre pan très important et très compliqué, ce qui rend plus compliqué encore cette histoire et qui peut rendre cette histoire comme une chimère, c'est la politique du sport. Merci, c'est compris. On va sortir de la thématique. Hein. Mireille, merci Martial Bessala. En 30 secondes, hein, finalement, qu'est-ce qu'on retient de cet échange, de cet esprit FECAFOOT qui reste? Est-ce qu'on va continuer dans le même désordre malgré l'appel du chef de l'État pour ses responsables à se ressaisir? À entendre ceux qui sont aux affaires, oui. En attendant l'horizon 2035, peut-être qu'à ce moment-là, on aura une solution. Merci. Ahmed Balassi, la question. Vous avez dit qu'il n'y a rien. Oui, le football, pour le moment, le football nous ruine. Mais les infrastructures sportives sont là. Non, les infrastructures qu'on a fait à des coûts plus élevés. Vous comprenez, parce qu'il faut rappeler ça aux téléspectateurs que ces infrastructures, ça va nous aider, mais ça a été fait à des coûts plus élevés que cela ne devrait. Et c'est les Camerounais qui vont rembourser, parce que c'était des crédits, c'est des prêts que nous avons contractés auprès des bailleurs. Et c'est des Camerounais qui vont rembourser. Donc des gens se sont embourbés les poches et nous faire rembourser plus tard. Donc pour moi, il faudrait qu'on retire l'agrément à la FECAFOOT, qu'on essaie un peu d'oublier le sport là pendant 1 ou 2 ans. Je ne sais pas si c'est ça qui va empêcher aux Camerounais de vaquer tranquillement à leurs occupations. Par contre, si on continue dans la cacophonie, les gens vont continuer à se nourrir des finances qui sont là-bas et c'est nous qui sommes perdants. Merci, cher monsieur, merci. C'est noté, ça enregistre en tout cas, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis ce soir. On va dire merci à Mireille Mangué, vice-présidente nationale du mouvement réformateur. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à Ahmed Bala, journaliste au quotidien Le Messager, pour cette participation ce soir. Également Martial Bessala, nous venons tout droit du comité central du RDPC. Nous vous souhaitons un excellent week-end à toutes et à tous, en espérant vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Restez sur Cam 10 Télévision. L'avenir, c'est par ici. Au revoir.